Donc, merci pour l'invitation. Merci. Désolé de la qualité piètre de mon français. On va y aller comme ça. Donc, ma présentation portera aujourd'hui sur l'influence de l'intensité de l'œstrus sur la fertilité des vaches laitières. J'ai commencé à étudier ce sujet il y a environ 6, 7 ou 8 ans et ensuite j'ai commencé à travailler en Colombie-Britannique. J'ai passé une certaine quantité de temps à regarder des protocoles de synchronisation, toutes sortes de programmes de synchronisation pour les bovins laitiers. Et je vais vous donner pas trop de contexte. Je ne veux pas trop donner de détails sur les protocoles de synchronisation parce que vous êtes très familier avec le sujet. Mais l'idée, c'est qu'à l'époque, certains de ces moniteurs d'activité ont commencé à être très populaires en Colombie-Britannique. 80 à 90 des fermes là-bas utilisent maintenant ces moniteurs d'activité, surtout en stabulation libre. Et l'idée, c'est, bon, pourquoi est-ce que l'estrus est important? Avant d'étudier les protocoles de synchronisation, l'estrus, c'est exactement ce qu'on voulait éviter. On ne voulait pas en détecter. On voulait juste tout simplement faire de l'élevage avec l'insémination artificielle en temps compris. Il y a 2 points principaux. Premièrement, qu'est-ce qui se passe quand la vache devient en estrus? Si vous attendez l'estrus spontané, c'est une chose, mais il y a aussi des protocoles qui peuvent induire l'estrus. Et parfois, si elle le veut, vous pouvez quand même l'inséminer et vous verrez ce qui se passe. Et le deuxième point, c'est les changements comportementaux. Et c'est assez récent, là, parce que la quantification de ces comportements, de cette intensité de l'œstrus, qui est le sujet de cette présentation, c'est vraiment fait à la grande échelle. C'est difficile de le faire à petite échelle. Vous pouvez faire de la détection individuelle, des calculs, mais c'est vraiment dans des contextes de recherche que vous pouvez vraiment le faire. Vous ne pouvez pas le faire à très grande échelle. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exemples et classifier ces oestrus en élevés et modérés. Il y a toutes sortes de paramètres comme la rumination, le temps couché, etc. Et nous allons donc voir comment on calcule l'intensité de l'oestrus avec ces facteurs. Donc ça, c'est une expérience d'assez grande envergure qu'on a fait au Brésil. Et ce qu'on voit ici, c'est que premièrement, on voit l'insémination artificielle à temps fixe. Ensuite, le transfert d'embryons. Et au Brésil, on le fait assez fréquemment. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Brésil, on utilise beaucoup de cypionate pour induire l'œstrus parce que c'est très peu dispendieux. Et donc, cet estradiol cypionate induit l'œstrus. Donc, on peut synchroniser le troupeau. Là, le troupeau peut ovuler, mais quand même, il y en a qui ne présentent pas d'œstrus. On voit ici le diagnostic de grossesse à 32 jours 60. Et on voit aussi des taux de perte de gestation. Donc, l'estrus en soi-même, c'est une indication d'un élevage plus fertile. Et on va parler des raisons pour lesquelles c'est vrai.
quand on détecte l'estrus, soit visuellement ou avec un test, c'est possible de l'observer. Et puis, la deuxième partie de ce que je voulais vous montrer, c'est une expérience qu'on a fait aussi avec les bovins de boucherie aussi. On voulait donc récupérer les embryons au 15e jour de la gestation, mais nous avons aussi fait des mesures au jour 7 et au jour 19. Et même les vaches qui étaient enceintes, il y en a qui avaient un oestrus et d'autres non. Et là, on a regardé la longueur du conceptus. Ce n'est pas nécessairement évident à mesurer, qu'est-ce qu'on veut dire par la longueur. Donc, voici l'embryon à cette étape-ci, il a 2,7 cm de longueur. Ça n'a pas l'air très long, mais sa longueur effective est en fait 2 fois plus longue. Voici donc un embryon. Ce n'est pas comme l'embryon qu'on collecte pour le transférer. Et il va grandir pour devenir ceci. Donc, on commence à avoir un placenta, on commence à avoir une reconnaissance maternelle et tous ces concepts physiologiques plus complexes. Donc, ces vaches en oestrus ont un développement généralement plus robuste de l'embryon. Le deuxième point est le changement de comportement. Et là, on va passer d'une conception plus de base à des applications un peu plus pratiques qui, j'espère, vous seront utiles à votre retour à la ferme. Donc, ici, nous avons un graphique de la distribution des épisodes d'oestrus en fonction de l'augmentation relative de l'activité estrale. Donc là, pour l'activité physique, on a mesuré les pas que fait une vache, qui est environ 1500 pas dans une journée. Et là, on voit qu'il y a vraiment une augmentation marquée de l'intensité de l'oestrus. On voit que si l'intensité est 2 fois plus élevée, elle a probablement marché 3000 pas. Et si elle a marché 6000 pas, eh bien, son intensité sera encore plus élevée. Donc, quand on a commencé à étudier tout ça, on s'est dit, ah, bon, elle marche plus, tant mieux pour elle. Mais cette information, tout d'un coup, a été associée à la fertilité. Et certains de nos sujets d'études sur lesquels nous nous sommes penchés dans les 7 dernières années. Donc, qu'est-ce que nous avons en pratique? Voici le type de graphique qu'on voit sur ces moniteurs d'activité. On voit ici cette petite montagne, cette petite crête-là, qui correspond à quand on détecte l'estrus. Et là, donc, après un certain nombre de pas, l'ordinateur calcule ce qui a été ces mesures dans les derniers jours. Et ensuite, on cherche à 3 et 4 déviations standards à partir de la moyenne. Et là, on décide, voilà, l'estrus est détecté. Et ensuite, on essaie de calculer la hauteur de cette petite montagne. Donc, on essaie d'aller chercher les données brutes et de trouver une façon de calculer. Donc, ça, c'est la distribution de l'intensité. Et là, ça, c'est des données des vaches en lactation, des tores. Et donc, c'est très similaire, ici, les données à celles des vaches laitières. Donc, on voit qu'entre 16 et 18 heures, c'est vraiment la durée de l'estrus qu'on a calculé. On a commencé, donc, au lieu de juste utiliser des alertes, des produits commerciaux qu'on avait à notre disposition, on a commencé à colliger des données brutes pour essayer d'en tirer du sens.
Donc, ça, c'est des données pour les vaches en lactation. Et là, on voit ici la gestation par insémination artificielle. C'était la première expérience qu'on a publiée en 2015. Comme vous pouvez voir ici, dans l'axe du bas, à gauche, ce qu'on mesure, c'est que bon, la gestation par insémination artificielle était augmentée avec l'activité. On a décidé d'avoir bon, une mesure pour l'activité basse et l'activité moyenne. Et on a vu qu'il y avait environ un tiers de plus de gestation par insémination artificielle que pour les vaches qui avaient une intensité d'œstrus élevée, comme on voit dans le graphique de droite. Et depuis ce temps, on a fait environ 10 expériences de plus et je n'ai jamais vu une mesure plus cohérente que ça. Nous avons calculé le tout avec toutes sortes de modèles. On les a liés avec d'autres facteurs comme la condition de chair, etc. Et cette tendance a vraiment été observée partout. Et donc, on a répété l'expérience. Je vais vous montrer d'autres graphiques de d'autres expériences. En voici une en Allemagne et on voit la même observation. On voit donc des collets différents, mais quand même des résultats similaires. On a toutes sortes de capteurs qu'on utilise qui mesurent des choses d'une façon différente. Et donc, il faut harmoniser les unités. Donc, on doit quand même essayer de fouiller dans les données pour avoir quelque chose de plus standardisé. Voici une autre expérience au Brésil. C'était des oestrus induits avec ECP. Et donc, même si vous donnez beaucoup d'estradiol, qui physiologiquement ce qui déclenche l'œstrus, on voit une différence dans le comportement des vaches. Et si vous arrivez à l'observer, vous verrez encore une fois que ceux qui ont une activité plus grande pendant l'œstrus ont des taux de gestation plus élevés. Donc, en Ontario, en Allemagne, au Brésil, toutes ces expériences ont le même genre de tendance par rapport à l'augmentation de 10 à 12 de plus de GIA selon le pic d'activité pendant l'œstrus. Donc, des taux de conception d'environ 35 qui deviennent beaucoup plus élevés avec une activité plus élevée. Et on voit ici la distribution des pertes de gestation selon l'augmentation relative d'activité pendant l'œstrus. Encore une fois, cette tendance a été démontrée par toutes ces différentes études et on a décidé de s'y plonger un peu plus. Je l'avoue, ce n'était pas très intuitif, tout d'abord, pour moi, de dire que un comportement pourrait être un aussi bon indicateur de la fertilité, mais j'ai dû me rendre à l'évidence. Il y a aussi des applications pratiques à tout ça parce que une fois que vous avez l'information, vous pouvez travailler avec et je vais vous montrer les façons de le faire. Comment est-ce qu'on peut calculer l'œstrus élevé ou bas, etc. et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, on a fait 2 expériences. On avait des vaches récipients qui recevaient les fœtus et on a étudié la superovulation, celle qui était synchronisée pour recevoir l'œstrus 7 jours plus tard avait un processus plus structuré et des fœtus plus viables. Donc, on voit ici le taux d'embryons viables entre les vaches qui ont une haute expression de l'œstrus et celles qui ont une expression basse. Ça, c'est donc les vaches récipiendaires de l'embryon.
Et si vous calculez la façon dont leur estrus était 7 jours avant la réception de l'embryon, on voit que celles avec un estrus plus synchronisé et plus intense avaient des taux de fertilité beaucoup plus élevés. On a aussi vérifié cette information au Brésil et ailleurs, mais c'est une technologie assez coûteuse. Mais si vous pouvez synchroniser l'estrus, économiquement, ça peut valoir la peine. Donc, ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est que l'estrus est effectivement plus important qu'on pensait il y a 10 ou 15 ans. Et donc, l'expression de l'estrus, c'est vraiment l'expression d'un comportement naturel et c'est très important. Dans les prochaines diapositives, on veut comprendre ce que ça veut dire du côté physiologique, parce que ce n'est pas tous les estrus qui sont pareils. Il y a des estrus de basse intensité et aussi on a un estrus qu'on dit optimal. Et nous avons aussi observé que l'intensité et la durée de l'œstrus donc sont associées avec les gestations par l'insémination artificielle et le transfert d'embryons. On va aussi voir quel rapport tout ça a avec les pertes de gestation. Donc, on va essayer de donner un peu de contexte, quantifier le comportement œstral et donc l'associer avec la fertilité et donner des explications possibles. Il n'y a pas d'explications qui sont coulées dans le béton pour le moment, mais on va parler de plusieurs facteurs qu'on a observés, comme la santé, le follicule et l'estradiol, l'endomètre, la progestérone et l'ovulation. On va surtout couvrir les deux derniers sujets, la progestérone et l'ovulation. Et il y a aussi d'autres facteurs qui sont physiologiquement très intéressants où on peut recueillir des données, mais je pense que pour les fins de cette conférence, on veut que vous ayez vraiment quelque chose d'utile à ramener à votre ferme. Donc, on sait que les vaches qui produisent beaucoup, mangent beaucoup, ils ont un foie qui gère bien les hormones et souvent, ils ont donc des bas taux de progestérone et d'œstrogène que les vaches tarient, et c'est parce que elles mangent trop. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre les vaches qui ont des expressions œstrales élevées ou basses? Bien, l'expression est très différente entre les vaches que nous avons observées. Et ce que vous voyez dans ce graphique, en gris pâle, c'est le jour de l'œstrus, quand on reçoit l'alerte, la progestérone est beaucoup plus basse. Et ça, c'est une bonne chose. C'est vraiment... Est-ce que vous avez déjà testé la double prostaglandine dans vos protocoles? Si vous le faites, l'idée derrière cette double prostaglandine, c'est justement de baisser ce niveau de progestérone le jour de l'insémination artificielle. Et ça a un lien direct avec la fertilité. Mais après 7 jours, 14 jours, surtout pour 7 jours et 14 jours, ce que vous voulez, en fait, c'est plus de progestérone. Pourquoi? Eh bien, parce que ça aide cet embryon, ce tout petit embryon que je vous ai montré, ça l'aide à grandir de la façon dont il devrait. Donc, c'est là que la progestérone est bonne pour la fertilité. Ce qu'on fait maintenant en laboratoire, c'est de faire tout ce que je vous montre en ce moment et de faire vraiment des essais randomisés avec des niveaux de progestérone différents. On teste donc nos hypothèses en ce moment. Mais on voit qu'il y a quand même un lien très fort avec l'intensité de l'œstrus. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'en préoccuper? Eh bien, probablement, et ça, c'est la meilleure partie, on va le voir à la fin, si on prouve de plus en plus que ce comportement, cet aspect comportemental
est très efficace pour prédire la fertilité, peut-être qu'on pourrait le développer et en faire un phénotype, vraiment pour mesurer, non seulement pour des fins de prise de décision, mais aussi, par exemple, comme j'ai déjà mentionné, la sélection génétique. Donc, voici une expérience que nous avons faite. La ligne bleue, c'est ce qu'on appelle un traitement à haute progestérone et on voit sinon un progestérone bas. Donc, on voit ici que les animaux dans la normale avaient une intensité d'estrus, une expression d'estrus plus haute. Donc, bon, l'impression qu'on avait que quand on observait justement une vache qui a plus de pas et qui a un estrus plus intense, qu'il y a ici aussi une relation avec la période de chaleur. Donc, on peut prédire le cycle hormonal avec ça et vous pouvez recueillir de l'information pour essayer d'avoir des meilleurs cycles avec plus de fertilité, avec plus d'estrus. Donc, la progestérone, c'est vraiment le principal élément qui prépare les vaches à exprimer correctement leur estrus. Et la tendance dans ce que j'ai fait dans ces dernières années, c'est l'estrus. Je pense que l'estrus est en fait une conséquence plutôt qu'une cause ou un facteur déterminant. C'est un marqueur, tout simplement, qui vous montre ou qui vous aide à prédire un meilleur cycle. C'est aussi beaucoup plus facile à évaluer à grande échelle. Donc, on a parlé de phénotypage. Comment est-ce qu'on peut avoir un phénotypage plus détaillé? Peut-être avec des capteurs. C'est beaucoup plus facile à mesurer que de collecter des échantillons de lait ou de faire des procédures qui sont beaucoup plus complexes. Donc, ça confirme la possibilité de pouvoir utiliser l'estrus comme marqueur de fertilité, mais on ne sait toujours pas quel est le phénotype idéal ici. Je vais l'expliquer plus tard. Le deuxième point, c'est ce qui peut expliquer pourquoi l'intensité élevée lors de l'estrus est associée à une fertilité accrue. Donc, on a fait une étude il y a, on en a fait 3 ou 4 ou même 5 qui ont tous la même tendance. Les vaches avec une intensité de l'estrus haute peuvent avoir des échecs d'ovulation plus fréquents. Donc, 5 ou 6 de vos vaches, même s'ils ont une grande intensité de l'estrus, ne vont pas ovuler en fin de compte. Bon, la majorité des vaches, oui, auront lu les instructions, ils vont avoir ovulé, mais il y en a quand même qui ne vont pas ovuler quand même. Donc, il y a une très grande différence dans les taux d'ovulation entre les deux types de vaches. Il y a aussi la durée, mais je ne vais pas en parler outre mesure. La durée change aussi, et c'est un autre facteur déterminant dans le stress. Et là, ça crée un potentiel pour l'intervention. Et c'est sur ces interventions que je vais me concentrer ici à la fin de ma présentation. J'ai passé quelques diapositives sur les programmes de reproduction, mais on pourra en parler peut-être plus tard. On a fait très simple. Après 3 ou 4 expériences avec les taux d'ovulation,
qui suivaient environ les mêmes tendances, on s'est dit, essayons quelque chose de très simple. Commençons à administrer du GnRH aux vaches qui montrent des signes de chaleur, tout simplement. Donc, on voulait observer quel serait l'effet du GnRH, mais on a observé que si... on s'est dit que si ces vaches n'ovulaient pas, mais qu'ils montraient un estrus, ils pourraient peut-être répondre au GnRH. Donc, on a séparé les vaches selon leur intensité de l'estrus. On avait donc identifié ces deux types de vaches et on a administré aux deux groupes du GnRH. Donc, le résultat, sans surprise, vraiment, on a vu le taux de gestation par insémination artificielle montrer une différence qui correspond pas mal à ce qu'on avait fait avant dans nos expériences. Donc, les vaches qui avaient une haute intensité de l'œstrus, on a vu qu'ils ont augmenté de 4 environ leur taux de gestation. C'est assez intéressant, mais ce n'est pas tellement différent. Par contre, les vaches qui avaient une faible intensité de l'œstrus ont pu vraiment augmenter leur taux de gestation. Et cette information, ce n'est pas nécessairement facile à trouver. Donc, l'expression de l'intensité élevée ou basse de l'œstrus, ce n'est pas quelque chose qu'on peut identifier facilement, mais si vous pouvez le faire, vous pourrez administrer du GnRH aux vaches qui ont une faible intensité de l'œstrus et augmenter leur potentiel de gestation. Donc, on a commencé à implémenter tout ça dans les fermes commerciales et on avait décidé alors de l'administrer à toutes les vaches pour améliorer la performance de certaines. Et on avait trouvé dans ces fermes qu'il y a eu environ 4 à 5 d'amélioration dans les taux de conception et pour eux, c'était assez pour justifier l'administration universelle de l'hormone. Donc ça, c'est juste un exemple d'une intervention pratique qui pourrait être utilisée et qui est basée sur les études sur l'expression de l'estrus mesurée avec les moniteurs d'activité qui étaient disponibles dans le commerce. Donc, est-ce qu'une injection de GnRH fonctionne? Je pense qu'on a besoin de mener un peu plus d'expérience. On sait qu'avec notre très grande expérience qu'on a fait en Idaho avec des Jersey, des Holstein et des vaches qui ne produisent pas tant, on a vu que les résultats n'étaient pas aussi probants. Donc, ça ne fonctionnera pas de la même façon partout. Donc, on ne retrouvera pas nécessairement l'amélioration que je viens de vous montrer dans les graphiques avec tous les troupeaux. On a aussi fait l'expérience en Colombie-Britannique et pour certaines fermes, c'était concluant. Il y a donc un besoin de mener des études supplémentaires pour identifier vraiment l'impact d'une injection de GnRH et c'est en train de s'opérer. Dans mon programme, l'objectif de ma recherche, ce n'est pas de se débarrasser de l'insémination artificielle à temps fixe. On veut simplement essayer d'ajouter des outils. On veut garder des taux de gestation hauts et tout en diminuant les interventions. Des sujets à venir.
en lien avec ce qu'on peut faire avec toutes ces données qu'on collecte. Premièrement, il y a des protocoles de reproduction durable, la sélection génétique, et je travaille de plus en plus avec la portion santé animale. Je pense qu'il y a beaucoup de recherches qu'on pourrait faire, surtout du côté de la détection des maladies et de la prévention des maladies. Mais l'objectif principal, c'est que, bon, ce projet a obtenu l'approbation d'un programme multiprovincial sur la sélection génétique. Il inclut le volet fertilité que je chapeaute. Il y a aussi le volet santé animale et aussi l'efficience de l'alimentation et les émissions de méthane. Donc, avec ces fonds, on va pouvoir continuer notre recherche et identifier des facteurs qu'on pourra indexer. Ce qu'on tente de faire, c'est que, bon, on sait déjà ce qui se passe au pic numéro 2. Pour ce qui est du pic numéro 1, nous avons montré que si l'estrus se passe plus tôt, que les choses vont mieux, mais ce qui nous manque vraiment, c'est l'intégration de toutes ces données. On ne sait pas comment ces facteurs s'affectent les uns des autres et quel est l'intervalle optimal entre chacun. Donc, au lieu d'utiliser l'intervalle intervallage pour planifier notre reproduction, on pourrait peut-être utiliser des données à plus grande échelle basées sur la biologie que l'on observe. Avec ceci, je crois que j'ai terminé. J'aimerais remercier tous les commanditaires pour ce projet et bien sûr le comité organisateur et vous tous pour votre attention. Merci.